Officiellement, c'est une démocratie. Mais dans la réalité constitutionnelle, c'est un État autoritaire. C'est comme une pièce de théâtre dans laquelle le décor est démocratique, mais où les acteurs ne sont pas démocrates. C'est la démocratie d'un seul homme, d'un chef suprême. La démocratie est une coquille vide en Hongrie. It's a boring parliamentarian democracy. Ce n'est pas encore une dictature, mais nous en prenons le chemin, pas à pas. Par dictature, on entend l'inverse de démocratie. Jamais une démocratie n'est morte parce qu'il y avait trop de liberté. On n'imaginait pas que quelqu'un oserait faire machine arrière. Ça n'est venu à l'esprit de personne. Il l'appelle comme ça depuis des années. Il dit ouvertement ce que tout le monde pense. Vous pouvez le taxer de dictateur. Ça ne change rien. Ça ne nous dérange pas. Tant que ça sera comme ça, il fera ce qu'il voudra. Et il le sait. C'est la faillite de l'Europe. Si ses dirigeants ne peuvent rien faire contre un dictateur dans leur rang, alors à quoi sert l'Union européenne ? Conseil européen extraordinaire à Bruxelles, le 17 juillet 2020. En pleine pandémie de Covid-19, les chefs d'État ou de gouvernement de l'Union européenne se réunissent pour trouver un accord sur un plan de relance. Le temps presse, surtout pour les pays du sud de l'Europe. Le Conseil doit également fixer le budget de l'Union pour les 7 années à venir. Il devrait dépasser 1 000 milliards d'euros. Les négociations seront difficiles. Depuis quelques jours, l'Allemagne occupe la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne. Dans son pays, Angela Merkel quittera le pouvoir en septembre 2021. Les décisions à venir seront son testament politique. Va-t-elle se battre pour l'état de droit en Europe, comme elle l'a promis ? De nombreux pays souhaitent la création d'un mécanisme dit d'état de droit. Il s'agit de lier le versement des aides européennes au respect des principes démocratiques et des valeurs fondatrices de l'Union. L'Europe était mûre pour un débat sur la conditionnalité du versement des fonds européens au respect des valeurs. On ne peut pas tolérer qu'un État touche des aides alors qu'il bafoue nos valeurs fondatrices. Ce n'est pas possible. Il faut lier les deux. Seuls les États qui respectent les règles doivent toucher des fonds. La solidarité européenne doit s'assortir de certaines conditions. La nouvelle clause proposée vise surtout les pays comme la Hongrie. Mais le Premier ministre hongrois Viktor Orban y est totalement opposé et bloque les négociations d'emblée. Viktor Orban a dit « Vous avez besoin de transférer des fonds considérables à l'Italie. Allez-y, je suis d'accord. Mais seulement si vous réduisez la portée de ce mécanisme d'état de droit. » Quand on regarde la situation économique et sociale de l'Espagne, de l'Italie, de la Grèce, d'autres pays, ou même de la France, on voit qu'ils ont un besoin urgent d'argent. Mon homologue italien m'a beaucoup impressionné quand il a dit « Nos valeurs ne sont pas à vendre ». Viktor Orban essaie pourtant de les prendre en otage, en mettant son veto au plan de relance,
Il oblige les Européens à négocier le respect de leurs valeurs. Il les force à choisir entre l'état de droit ou les aides pour lutter contre la pandémie. They would like to reach something which is not good quality enough in our understanding. So if there is a break, it's because of them, not because of them. Viktor Orban tient les Européens et il le sait. On ne peut pas dire « ça, ce n'est pas négociable, ça non plus et ça non plus », parce que sinon, il n'y aura pas d'aide et il y aura encore plus de morts en Italie. Viktor Orban exerce un chantage. Il n'a aucune difficulté à paralyser l'Europe en exploitant une faille des traités. Ce qui est incontournable, c'est qu'il y a des décisions qui ont besoin de l'unanimité. Et cette unanimité inclut l'Hongrie. Donc, il faut forcément que l'accord puisse être accepté par l'Hongrie, sinon il n'y a pas d'accord. L'Allemagne devait assumer la présidence tournante. Notre principale tâche a été de maintenir la cohésion. La chancelière était considérée comme la première parmi ses pairs. On attendait d'elle qu'elle aide à clore le dossier et à mener à bien les négociations. À partir du moment où Merkel, comme présidente de l'Union, a fait savoir que de son point de vue, ces sujets-là n'étaient pas la chose la plus importante. On a tout de suite compris que l'Allemagne laissait un peu tomber les exigences qui avaient guidé jusqu'à présent. Tout d'un coup, le besoin d'avoir un accord était plus important. La chancelière allemande doit s'incliner et faire des concessions, car Viktor Orban, lui, n'en fait aucune. Il campe sur ses positions et obtient un net affaiblissement du mécanisme d'état de droit. Mais le compromis négocié n'est clair pour personne. À la fin, ça a débouché sur une formulation indigeste qui a suscité beaucoup d'incompréhension. Nous avions besoin d'une formule qui permette à tous de sauver la face. Mais celle-ci a conduit à des interprétations contradictoires. Le compromis de juillet concernant l'état de droit peut se tordre dans tous les sens. C'est incroyable. Macron dit une chose, Rutte en dit une autre, Orban encore une autre. Chacun l'interprète comme il l'entend. Any attempt which tried to make a connection between rule and law and budget was hacked, was successfully rejected. And we not just managed to get a good package of money, but we defended the pride of our nation. Dass sich da so darstellen konnte, il se pavane, mais ce n'est pas sans raison. Il a réussi à s'imposer. On reconnaît sa plume dans la conclusion du sommet. Il a réussi à mener les 26 autres Européens par le bout du nez. On pourrait trouver cela impressionnant, mais ça fait surtout peur. Viktor Orban a-t-il vraiment réussi à s'imposer ou ne fait-il que fanfaronner? C'est à dessein que le texte adopté est ambigu. Mais il n'exclut pas un mécanisme d'état de droit tel que voulu par l'Allemagne avant le sommet. Ce mécanisme n'existait pas jusqu'à présent. C'est la première fois qu'on conditionne le versement d'aide au respect de valeurs. On ne peut plus s'en débarrasser. Reste à savoir à quel point on affûte cet instrument. Pour l'instant, il n'est pas très tranchant et Viktor Orban peut clamer qu'il a gagné. Mais le mécanisme est là. Quelques mois plus tard, au Parlement européen. Michael Roth conduit les négociations pour le compte de la présidence allemande du Conseil. Il doit mettre au point avec les eurodéputés le mécanisme d'état de droit qui a bien failli ne pas voir le jour. La tâche s'annonce ardue. La présidence du Conseil a l'obligation d'aboutir à un compromis. Il est bon, je pense, que toutes les institutions, à commencer par le Conseil et le Parlement, abordent la question avec le plus grand sérieux. Il y a une fenêtre ouverte et elle ne doit pas se fermer. Le nouveau mécanisme doit protéger l'état de droit en Europe. Sa lame sera-t-elle affûtée? Le temps est compté. La pression de la Hongrie s'exerce jusque dans cette enceinte. Le négociateur allemand la ressent et la transmet. Ceux qui refusent le compromis sont accusés de bloquer les aides pour lutter contre la pandémie. Je trouve cela très violent.
On exerce une pression sur des députés espagnols et italiens, notamment en leur disant « Si vous n'approuvez pas le compromis, nos concitoyens et vos concitoyens à vous, que vous représentez, ne toucheront pas d'aide. » C'est un dilemme créé délibérément. Le temps est compté pour le Parlement et cette pression est voulue. Surtout par Orban, mais aussi Kaczynski, et tous ceux qui refusent un mécanisme d'état de droit efficace. Ils veulent que les médias et l'opinion publique exercent une pression sur nous, qu'ils nous accusent d'être des fauteurs de troubles qui bloquent les aides. Mais nous ne devons pas céder à ces pressions. L'Union européenne est à couteau tiré avec le Premier ministre hongrois depuis longtemps. Viktor Orban et sa formation politique, le Fidesz, sont arrivés au pouvoir en 2010. La Hongrie et le Parlement européen sont entrés en conflit très vite. Je l'ai rencontré à de nombreuses reprises et j'ai toujours ressenti la même chose. Sa soif de pouvoir est perceptible dans tout l'espace. Dès qu'il a vu la possibilité de mettre son pays sous la botte du Fidesz, il n'a pas hésité, il a sauté sur l'occasion. Le dirigeant hongrois suit une stratégie très claire. Il a tout prévu sur 15 ou 20 ans. Il a dit dès 2009, il suffit qu'on gagne une fois pour que ce soit la bonne. Il a décidé qu'une fois au pouvoir, il ne le lâcherait plus jamais. Viktor Orban veut modifier le système politique hongrois en profondeur. Il compte opérer une véritable révolution. Au Parlement, il commence par s'attaquer à la Constitution, le socle de la République hongroise. Son parti détient la majorité des 2/3. Il a donc toute latitude pour réécrire le texte à sa guise et sans préavis. C'est le règne du plus fort. Lors de la campagne électorale, il n'a jamais parlé de changer la Constitution. Mais en 2011, il a élaboré une nouvelle constitution, sans débat ni référendum. Tout s'est fait à la vitesse de l'éclair et a aussitôt conduit à des conflits avec l'Union européenne. La Commission européenne s'alarme en effet de la nouvelle loi fondamentale hongroise. Mais la commissaire en charge de la justice ne peut rien. Soudain, des experts et des représentants nationaux, des ministres, des eurodéputés sont venus à la Commission nous parler du projet de nouvelle constitution hongroise. C'était très inhabituel. Plus on étudiait la question, plus on se penchait sur le projet de loi, plus on comprenait qu'il ne s'agissait pas d'une simple réforme constitutionnelle, mais bien d'une série d'amendements qui posaient des problèmes sur des points absolument fondamentaux. Et donc très tôt, la Commission européenne, surtout sa vice-présidente Viviane Reding, qui venait d'être nommée commissaire à la justice, a déclaré que certains articles des premiers projets de loi n'étaient pas acceptables du point de vue de l'Union européenne. La Commission est la gardienne des traités. Elle veille à leur respect par les États membres. La constitution hongroise a pu être modifiée parce que la majorité requise pour cela était réunie. Simplement, son contenu était très étonnant. C'était une véritable régression pour une démocratie européenne. Viktor Orban veut tous les pouvoirs, et en particulier la mainmise sur la justice. Pour écarter les juges peu conciliants tout en maintenant une démocratie de façade, il use d'un artifice. Il abaisse radicalement l'âge de la retraite pour les magistrats et parvient ainsi à se débarrasser de centaines d'entre eux.
Quand on est juriste, on comprend vite qu'il ne s'agit pas de réformer le système de retraite. L'abaissement drastique et soudain de l'âge légal de la retraite pour les juges sert manifestement à évincer des magistrats qui sont en poste, dans le but de les remplacer très rapidement par une nouvelle génération de juges. Il n'y a pas de texte qui fixe l'organisation de la justice dans les États membres, ni la durée de la carrière des juges. Jusqu'à présent, l'Union européenne ne s'est pas dotée de ce type de règles. On peut lire tous les traités et les actes législatifs de l'Union européenne, on n'y trouvera rien qui permette d'intenter une action contre ces agissements. Viktor Orban peut faire fi des valeurs de l'Union européenne sans enfreindre aucune règle. Le président de la Commission de l'époque fait contre mauvaise fortune bon cœur. Il n'a guère le choix. Jusqu'à ce que d'habiles juristes trouvent une astuce pour freiner la mise au pas de la justice hongroise. L'Union européenne ne peut pas tout régenter. Elle n'a pas les instruments requis. Elle doit se concentrer sur ses domaines de compétences. Alors elle brandit l'interdiction d'une discrimination fondée sur l'âge pour contrer cette atteinte manifeste à l'état de droit. À l'époque, un homme important de la Commission a fait un parallèle avec Al Capone, qui est finalement tombé pour fraude fiscale et dissimulation. En 2010, Viktor Orban a beau être un nouveau venu à Bruxelles, il paraît plein d'assurance. Il n'a effectivement rien à craindre. Il faut défendre la démocratie jour après jour. Mais si ses ennemis, au plus haut niveau de l'État, s'emploient à créer de manière systématique des structures pour renverser l'État de droit, on est impuissant. Nous sommes dans la maison de l'Union européenne. Il y a 27 pièces. Et dans l'une d'elles, un monstre s'est installé. Ce n'était pas le cas il y a 10 ans. On rajoutait des pièces et tout le monde était démocrate et respectueux de l'état de droit. Mais soudain, on s'aperçoit qu'on a un monstre chez soi. Alors que doit-on faire? Régulièrement, les eurodéputés échangent des propos virulents avec le Premier ministre hongrois. Viktor Orban ne se soustrait jamais au débat. Lorsqu'il tente de prendre le contrôle de l'information en Hongrie en 2011, le Parlement européen tire la sonnette d'alarme. Et je vais vous dire une chose très simple, Monsieur Orban. L'information équilibrée n'existe pas. Est-ce que vous croyez que M. Nixon trouvait l'information du Watergate équilibrée? Évidemment non. Et que vous croyez que M. Bush trouvait l'information sur Abu Ghraib équilibrée? Bien sûr que non. L'information doit déranger la politique. Et il nous dérange et ça fait mal des fois. Est-ce que vous comprenez que nous, l'Europe est née contre les totalitarismes et que la base de la démocratie, la base de la liberté, c'est justement la liberté d'expression. Jamais une démocratie n'est morte parce qu'il y avait trop de liberté. Les démocraties sont mortes quand on était en train de restreindre les libertés. Monsieur Orban. Merci. Le débat est passionné. Les eurodéputés comprennent qu'il ne s'agit pas d'un simple désaccord avec un dirigeant décomplexé. Pour Viviane Reding, l'affrontement révèle une faille dans les traités, une erreur de conception des institutions européennes. Je me suis rendu compte que je manquais d'instruments. Ce n'était pas normal qu'un dirigeant piétine ainsi les droits qui fondent la démocratie, les droits des citoyens qu'on a mis en place et qui sont enracinés dans la démocratie, et que je n'ai aucun outil pour m'y opposer. À ce moment, on était juste consternés, stupéfiés de voir une telle chose possible dans un État de droit démocratique. Il faut se souvenir que la Hongrie n'a intégré l'Union européenne qu'en 2004. Au moment d'adhérer, la Hongrie a adopté certains principes. Elle les a ratifiés en signant le traité et la charte des droits fondamentaux qui va avec. Donc tout le monde supposait qu'elle souscrivait à ces principes.
Les choses ne peuvent que progresser. Voilà ce que pensaient les pères de la construction européenne. Pour adhérer à l'Union européenne, un État doit résoudre tous les problèmes au préalable. Donc, une fois qu'il fait partie de la famille, il va forcément continuer à aller de l'avant. On n'imaginait même pas que quelqu'un oserait faire machine arrière. Ça n'est venu à l'esprit de personne. Viktor Orban devient une figure politique nationale à l'été 1989, dans les dernières heures du régime communiste. Alors que les Hongrois descendent dans la rue pour rendre hommage à l'insurrection anti-soviétique de 1956. Il y avait 200 000 ou 250 000 personnes. Un jeune homme a créé la surprise en prenant la parole au nom de la jeune génération. Il est allé plus loin que les autres orateurs. Il a exigé des négociations immédiates sur le retrait des troupes soviétiques. amely azonnali tárgyalásokat kezd az orosz csapatok kivonásának haladéktalan megkezdéséről. Ha van bennünk elég mert, hogy mindezt akarjuk, akkor, de csak akkor beteljesíthetjük forradalmunk akaratát. Senki sem hiheti, hogy a pártállam magától fog megváltozni. Les autres orateurs étaient mécontents parce que ce discours n'était pas prévu. Orban n'avait pas soumis son texte au préalable. C'était le jeune homme barbu qui exprimait les revendications de la jeunesse. Beaucoup, moi y compris, trouvaient son discours trop extrême. Mais bien sûr, ça a été sa carte de visite. En 1989, Viktor Orban est encore un jeune idéaliste. Issu de la province rurale, il est monté à la capitale pour faire des études et il a soif de gravir les échelons de la société. Il crée une formation politique appelée Alliance des jeunes démocrates, dont l'acronyme est Fidesz. C'était un libéral. Il était vice-président de l'Internationale libérale. C'était un autre homme. Il a quitté les libéraux en 1993, quand il a compris que son jeune parti, le Fidesz, n'avait aucune chance. Alors, par opportunisme, pour augmenter ses chances d'accéder au pouvoir, il est passé du centre-gauche au centre-droit. C'est un renégat, en fait. Viktor Orban a renié ses premières convictions. C'est un renégat qui a rompu radicalement avec son passé. Un homme capable de couper tous les ponts derrière lui. En 2014, il surprend l'Union européenne avec un nouveau concept, la démocratie illibérale. La démocratie illibérale. Quand on parle de cela avec lui, il dit de manière assez claire « Votre mode de vie occidental décadent et homo est à l'opposé de ce que je veux. Moi, je veux la famille, le peuple et la patrie. » On peut lui dire 100 fois « Mais ça, c'est le 19e siècle ?» Il répond « Non, c'est le 21e siècle. » Il faut reconnaître que Viktor Orban n'a jamais dissimulé ses projets. Il a été très franc quant à ses ambitions, dès le début.
Et il a dit que son modèle était très différent de celui de l'Union européenne. Pour moi, le concept d'une démocratie illibérale est inacceptable sur le plan idéologique. La démocratie est libérale par essence. Elle doit être ouverte, capable de dialoguer et de faire des compromis. La démocratie illibérale, comme il dit, ça n'existe pas. Il y a d'un côté la démocratie et de l'autre l'illibéralisme, quoi que ça veuille dire. Parler de démocratie libérale et sociale, c'est déjà osé. La démocratie, c'est la démocratie. Pas la peine de l'étayer avec des concepts qui s'y rattachent. La démocratie illibérale, c'est la voie qu'il veut suivre. Mais on ne peut pas le tolérer. On ne peut pas le tolérer. Ce n'est rien d'autre que la volonté de ligoter la démocratie. On veut la tordre pour maintenir au pouvoir le gouvernement, le parti ou la personne qui est à la tête du pays. La démocratie ligotée, le pluralisme étranglé, l'État aux mains d'un seul homme, nous menons l'enquête. Accompagné de son assistant, l'eurodéputé Daniel Freund a fait le déplacement jusqu'à Budapest. Il doit rencontrer le nouveau maire de la ville, en poste depuis décembre 2019. Gergely Karácsony est un adversaire déclaré de Viktor Orban, et son élection à la mairie de Budapest représente une lueur d'espoir pour tous ceux qui luttent contre le dirigeant hongrois. Hey, good to see you. Les deux hommes se connaissent car ils sont tous deux écologistes. Concernant le mécanisme d'état de droit, Daniel Freund s'interroge sur la meilleure stratégie à adopter lors des négociations à Bruxelles. Il prend conseil auprès de Gergely Karácsony. Pourquoi est-ce si important que l'UE fasse rempart? Quel est l'état réel de la démocratie hongroise? La réponse du nouveau maire de Budapest ne laisse planer aucun doute. Le gouvernement fait tout pour limiter le champ d'action des collectivités locales. Pour cela, le plus simple est de réduire leur budget, puisqu'on ne peut pas fonctionner efficacement sans argent. Les communes doivent donc payer une taxe et reverser la majeure partie de leurs recettes à l'État. Cette taxe a été multipliée par 4 par le gouvernement. Et avec la récession due à la pandémie, la capitale risque fort de faire faillite. Mais les mairies d'opposition modérée, comme celle de Budapest, ne sont pas les seules cibles du gouvernement. Gergely Karácsony recommande à Daniel Freund d'aller regarder du côté des médias. L'eurodéputé se rend à Klub Radio, la dernière radio indépendante de Hongrie. Il est d'abord invité à s'asseoir derrière le micro pour parler des négociations en cours à Bruxelles. Nous sommes en train de négocier un budget d'un montant record pour les 7 prochaines années, ainsi qu'un plan de relance pour les pays les plus touchés par la Covid-19. C'est le moment de veiller à ce que les fonds ne se volatilisent pas à cause de la corruption. Une large majorité d'eurodéputés le souhaitent, des conservateurs à l'extrême gauche. Ce n'est pas une question de géographie, ce n'est pas l'Ouest contre l'Est, ni une famille politique contre une autre. Nous sommes tous unis concernant l'importance de l'État de droit, de l'indépendance de la justice et de la liberté de l'information. En Hongrie, il y a encore des entretiens non censurés comme celui-ci. Mais pour combien de temps encore? Le directeur de Klub Radio révèle à Daniel Freund qu'il n'aura bientôt plus le droit d'émettre. La loi hongroise stipule que le Conseil des médias peut décider de prolonger ou non une licence pour 7 ans. Il n'a pas à motiver sa décision. Mais il est clair qu'elle est prise par les politiques. Je ne pense pas que le Conseil statue lui-même. Il ne fait qu'appliquer les consignes. Il y a donc encore des médias indépendants en Hongrie.
Mais ils sont à la merci du pouvoir. On leur retire leur fréquence sans aucune raison. Il y a des fréquences disponibles et pas vraiment de concurrence. Simplement, on leur retire leur licence parce qu'on ne veut pas d'eux. On ne veut pas qu'ils continuent d'animer une radio indépendante en Hongrie, la dernière radio indépendante du pays. Viktor Orban est arrivé au pouvoir à la suite d'élections libres. Alors peut-on vraiment parler de démocratie ligotée? L'Union européenne ne ferait-elle pas mieux de ne pas s'ingérer dans les affaires de la Hongrie? Cela étant dit, les résultats électoraux sont-ils le reflet du choix libre et éclairé des citoyens hongrois? La population est-elle informée de ce qui se passe dans le pays? Les élections législatives de 2014 ont été qualifiées de libres mais pas équitables par les observateurs internationaux parce que l'opposition n'avait presque aucun espace de parole dans les médias. Le journaliste Csaba Lukács sait parfaitement ce que les médias hongrois peuvent ou ne peuvent pas faire. J'ai travaillé pour le plus grand quotidien du pays pendant 20 ans. Le lendemain des dernières élections législatives, j'ai reçu un email du rédacteur en chef qui voulait qu'on se réunisse parce qu'il avait une annonce à faire. On est allé au journal. Tout le monde était là et se demandait ce qui allait se passer. Le rédacteur en chef a pris la parole et a simplement dit « Demain sera notre dernier jour ». Nous avons réalisé que la publication s'arrêtait après 80 ans d'existence et que plus de 100 journalistes étaient licenciés. Des titres de presse qui disparaissent, on voit cela dans tous les pays d'Europe. Mais pas parce qu'un gouvernement a manœuvré en sous-main pour qu'il mette la clé sous la porte. C'était un journal conservateur. Après avoir gagné les élections de 2010, le Fidesz s'est mis à nous donner des ordres. Mais on a fait de notre mieux pour rester indépendant. C'était un grave péché aux yeux du gouvernement. Et il a tout fait pour nous faire disparaître. Après les élections législatives de 2018, le propriétaire du journal a compris que pour lui les jeux étaient faits, parce que le Fidesz venait de remporter la majorité des 2/3 au Parlement. Il savait qu'il ne pourrait pas continuer, alors il a passé un accord avec le gouvernement et il a fermé le journal en 24 heures. Il n'y a pas de journalistes emprisonnés en Hongrie, ni de descente de police dans les rédactions. La mise au pas des médias se fait de manière plus insidieuse, mais personne n'est épargné. Le Fidesz a utilisé ce stratagème 2 fois, en 2 ans. Il a fait fermer la presse de gauche et 1 an plus tard, la presse de droite. Les médias encore en activité sont en liberté surveillée. Le gouvernement les a à l'œil. On ne peut pas parler de véritable pluralité de l'information. Scott Griffin travaille à l'Institut international de la presse à Vienne. Il a étudié la situation des médias en Hongrie. En Hongrie, on assiste à la pire crise de la liberté de la presse de l'Union européenne. Ce n'est pas la Chine. Le gouvernement ne pratique pas la censure systématique des citoyens et de l'information. Ce n'est pas non plus la Turquie. La Hongrie n'arrête pas ses journalistes. Elle ne les emprisonne pas. C'est un autre système, beaucoup plus habile. La Hongrie opère de manière subtile, sans violence apparente. Personne ne sait ce qui se passe en coulisses. Dès que Viktor Orban est arrivé au pouvoir en 2010, il a cherché à assurer la mainmise du Fidesz sur le Conseil des médias, qui est l'organe de régulation du secteur. L'idée était de pousser lentement les éditeurs indépendants hors du paysage médiatique hongrois, en particulier les éditeurs étrangers, et notamment allemands. Leurs journaux et magazines ont été placés aux mains des oligarques alliés à Orban. Évidemment, au fil du temps, tous ces médias ont développé une ligne éditoriale pro-gouvernementale. Voilà comment le Magyar Nemzet, le journal où travaillait Csaba Lukács, a été amené à fermer du jour au lendemain, après 80 ans d'existence. La plupart des autres publications ont dû revoir leur ligne éditoriale. Cela n'a pas empêché le gouvernement de renforcer les contrôles exercés sur les médias. Tout cela n'a pas suffi à Orban.
Il a créé une fondation appelée Keshma. Et en novembre 2018, tous les oligarques qui possédaient des médias pro-gouvernementaux ont dû en faire don à cette fondation. Résultat, des centaines de médias hongrois sont désormais détenus par une seule et unique entité. La Keshma coordonne les différents contenus publiés. C'est un empire médiatique au service du gouvernement. Il n'y a plus aucune critique. Vous pouvez offrir 100 ou même 500 € de récompense à celui qui trouvera une seule critique de Viktor Orban dans ses journaux à la solde du régime. On n'en trouvera pas. Les médias sous influence n'expriment plus aucune critique. Mais qu'en est-il des rares publications encore indépendantes? Comment travaillent-elles? Csaba Lukács et d'autres journalistes de son ancienne rédaction ont fondé un hebdomadaire. Ils peuvent encore exercer leur métier, mais leur liberté est considérablement entravée. On peut exprimer son opposition, on peut être indépendant, mais il y a des règles à respecter. Il ne faut rien écrire sur la famille de Viktor Orban, ne pas faire de journalisme d'investigation et exprimer une opposition nuancée et maîtrisée. Une opposition maîtrisée, une démocratie ligotée. L'hebdomadaire de Csaba Lukács suit une ligne modérée. Mais pas une seule imprimerie n'a accepté de l'imprimer dans tout le pays. La peur règne. Alors l'hebdomadaire est imprimé en Slovaquie. Il passe la frontière une fois par semaine, comme s'il s'agissait d'une publication d'exil. Nous ne sommes pas encore une opposition sous contrôle. Nous sommes trop petits pour représenter un danger pour eux. Mais si nous venions à grossir, ou si nous avions une influence plus grande sur la société, ils feraient certainement tout ce qui est en leur pouvoir pour qu'on ferme. Le gouvernement de Viktor Orban assèche les finances des médias comme celles de la mairie de Budapest. Les annonceurs sont rares, si bien que 80% des annonces proviennent de l'État. Les titres de presse sont sous perfusion et le gouvernement peut décider à tout moment de couper les vivres à l'un ou l'autre. Le Magyar Hang n'échappe pas à la règle. Il dépend des annonces de l'État pour sa survie. On peut donc dire qu'il est contrôlé financièrement par lui. Dans la presse officielle, le pouvoir s'offre une pleine page d'annonces. Dans le Magyar Hang, seulement 2 colonnes. Il y a la liberté de la presse en Hongrie, au sens technique. Il s'agit de pouvoir nier l'oppression de manière plausible. Si quelqu'un va en Hongrie et accuse Viktor Orban d'étouffer la presse, celui-ci pourra dire « Regardez, voici un organe de presse qui dit des choses désagréables sur moi et qui me critique. Votre accusation ne tient pas la route. » Mais l'important, c'est que dans son ensemble, le paysage médiatique a une tonalité extrêmement favorable au Fidesz et à Viktor Orban. Les titres au contenu plus critique n'existent que pour démontrer qu'il y a encore une presse indépendante et permettre de rétorquer à Bruxelles, Washington ou quiconque « Vous ne pouvez pas nous accuser. Regardez, nous avons quelques exemples de journaux critiques envers le pouvoir. » Nous savons tous qu'en Hongrie, le cadre institutionnel et juridique des médias ne pose absolument aucun problème. Nous pouvons même dire que la pluralité de l'information y est bien plus importante que dans les pays de l'ouest de l'Europe. Mais les médias qui assurent cette pluralité se battent tous les jours pour leur survie. Magyar Hang, la voix de la Hongrie, est vite devenu l'hebdomadaire ayant le plus grand tirage du pays. D'orientation centriste, il a trouvé son lectorat surtout chez les conservateurs. Néanmoins, il a le plus grand mal à recruter de nouveaux abonnés. En Hongrie, les abonnements de presse sont distribués par la Poste, qui est une entreprise publique. On reçoit tous les jours des appels ou des emails de personnes qui souhaitent s'abonner mais qui craignent que le maire de leur ville ou le responsable local du Fidesz ou encore le représentant du gouvernement ne la prennent. Personne ne sait où va la liste des abonnés. Nous ne pouvons pas garantir à ces personnes qu'elles resteront anonymes. Or, elles ont peur d'être sanctionnées si elles lisent un magazine indépendant.
il est quasiment impossible de desserrer l'étau autour de la presse, car l'esprit antilibéral gangrène presque toute la société. C'est un mal insidieux. Nous ne sommes pas emprisonnés comme en Turquie. Nous ne sommes pas assassinés comme en Russie. Nous pouvons écrire ce que nous voulons, mais il y a une pression économique et politique. Si nous posons une question au gouvernement, nous n'obtenons jamais de réponse. Il est quasiment impossible d'obtenir des informations de la part des administrations. Si nous faisons une erreur, ils nous collent aussitôt un procès. On a déjà eu plus d'une vingtaine d'actions en justice. On les a toutes gagnées, mais il se pourrait qu'on perde un jour. Et si le tribunal nous inflige une amende de 10 millions de forints, on devra mettre la clé sous la porte. Donc, à l'heure actuelle, la Hongrie n'est pas une dictature. Mais nous en prenons le chemin, pas à pas. Viktor Orban est un quasi-dictateur au cœur de l'Union européenne. Personne ne lui fait barrage. Retour en 2015. Viktor Orban se sent en sécurité. Il a des amis politiques en Europe, surtout en Allemagne. Le ministre-président de la Bavière, le chrétien social Horst Seehofer, lui fait la cour. Il a besoin de lui. Viktor Orban a des alliés, naturellement. En 2015, il défendait une ligne très dure sur la question des migrants. Beaucoup de conservateurs, et pas que d'ailleurs, accueillaient cette position avec sympathie, sans le dire ouvertement, disant qu'Orban faisait le sale boulot à leur place. Septembre 2015. Des centaines de milliers de migrants affluent en Europe depuis plus d'un an. La Hongrie les repousse de manière brutale. En 2015, durant la crise migratoire, Viktor Orban a fait observer qu'il fallait protéger les frontières, les garantir. Il l'a fait, certes, à sa façon populiste, outrancière et totalement excessive. Mais en soi, c'était juste et nécessaire. L'Europe doit savoir ce qui se passe à ses frontières. L'alliance conclue avec les conservateurs bavarois en 2015 continue de porter ses fruits pour Viktor Orban. Elle fait en effet oublier la transformation en profondeur du système politique hongrois. Nous en avons souvent discuté avec Horst Seehofer. Nous lui disions, il y a une transformation en cours, attention. Il a toujours répondu, mais non, il est simplement attaqué en permanence. Jusqu'au jour où Orban a fait une apparition au comité directeur des chrétiens sociaux bavarois. Juste après, des collègues vraiment très conservateurs sont venus me voir et m'ont dit « Monica, ce n'est pas possible. Ces propos qu'il tient, non. » Malheureusement, cette critique modérée n'a aucune répercussion au niveau européen. Le PPE, le Parti populaire européen, compte le Fidesz parmi ses membres et va jusqu'à acclamer Viktor Orban. Grâce au Fidesz, le PPE obtient la majorité relative au Parlement européen, avec, à la clé, un pouvoir accru et davantage d'influence sur le travail parlementaire. En 2018, Angela Merkel est encore présidente du Parti conservateur allemand et elle reste mesurée dans sa critique du Premier ministre hongrois. Mais quel prix la droite européenne est-elle prête à payer pour maintenir le statu quo? Un certain nombre de députés du PPE réclament l'exclusion du Fidesz. Nous, les démocrates du Parti chrétien-social du Luxembourg, nous estimions que nous ne pouvions pas rester au PPE aux côtés d'un homme qui raillait ainsi les fondements de notre démocratie. En tant que Luxembourgeois, nous nous sentons très mal à l'aise dans un parti qui compte Viktor Orban dans ses rangs et qui, parfois, le courtise. Le PPE finit par suspendre le Fidesz en 2019, mais sans pour autant l'exclure. Pourtant, il ne partage plus guère de valeurs avec lui. Je n'ai pas de recette miracle.
Si les grands partis, comme le PPE, excluent tout le monde, on se retrouvera à un moment avec une masse de députés qui se coaliseront contre tous les autres. Et ils seront plus nombreux qu'on ne croit. Ça va complètement dans le sens d'Orbán. Il faut bien réfléchir. Si on exclut le Fidesz, le PPE aura les mains propres. Il pourra dire tout est parfait. Mais qu'aura-t-on gagné? Le groupe parlementaire n'est-il pas l'endroit où pratiquer le dialogue efficacement, malgré des opinions divergentes? On ne peut se rapprocher que par le dialogue. Voilà quelles étaient les réflexions quand il s'est agi de prendre une décision radicale au sujet du Fidesz. Le PPE ne s'est pas résolu à exclure Viktor Orbán. Il continuera donc de le tolérer. Il préfère préserver son influence, quitte à mettre ses valeurs en sourdine. C'est très embarrassant. C'est une erreur. Et cela ne résiste pas à une analyse historique. La Hongrie fait partie de l'Union européenne. Ce qui s'y passe nous regarde. Comment l'histoire jugera-t-elle les événements qui s'y produisent en ce début de XXIe siècle? L'eurodéputé Daniel Freund poursuit sa mission à Budapest. Il doit visiter un centre d'hébergement de sans-abri doublé d'une soupe populaire. L'ensemble est dirigé par le pasteur méthodiste Gábor Iványi. Iványi est un ancien compagnon de route de Viktor Orbán. Il a notamment baptisé sa fille. Mais il a osé critiquer la façon dont le Premier ministre exerce le pouvoir, et depuis, celui-ci le traite en ennemi. Il n'y a en effet pas de demi-mesure avec Orbán. Le gouvernement d'Orbán ne reconnaît pas le statut d'institution religieuse à l'église d'Iványi. Alors on lui a supprimé toutes les subventions auxquelles il aurait droit. On lui a coupé le gaz ici, dans ce foyer de 600 personnes malades ou sans abri. On met leur vie en danger. Depuis qu'Iványi critique le régime et dénonce la corruption, Orbán lui met des bâtons dans les roues de manière systématique. On pourrait penser qu'il s'agit d'une affaire privée qui ne regarde pas l'Union européenne. Une querelle entre deux anciens compagnons de route. Mais Viktor Orbán a privé les protégés du pasteur de leurs droits. Depuis son arrivée au pouvoir, les personnes qui dorment dans la rue sont en effet hors la loi. La soupe populaire de Gábor Iványi est devenue le seul refuge des SDF de Budapest. Ces personnes en marge de la société comptent parmi les plus pauvres d'Europe. Est-ce qu'elles sont suffisamment protégées? Ont-elles des droits ou est-ce qu'on les leur retire? Reçoivent-elles l'argent que l'Union européenne distribue précisément pour elles, pour les personnes les plus démunies? Ou est-ce que le régime d'Orbán empêche l'argent d'atteindre sa destination? Par exemple, cette soupe populaire. Le mécanisme d'état de droit peut paraître abstrait, mais il a des applications très concrètes. Actuellement, les personnes les plus démunies sont systématiquement exclues en Hongrie. On leur met même des bâtons dans les roues. Elles comptent pour rien. L'Union européenne devrait exclure la Hongrie pour montrer clairement qu'elle ne soutient pas ces individus racistes et ces nazis de salon qui n'exterminent pas directement les gens, mais qui leur rendent la vie impossible avec toutes leurs mesures gouvernementales. 600 000 Hongrois ont déjà quitté leur pays. C'est plus qu'après le soulèvement de 1956. Les personnes sans domicile fixe n'ont pas de place dans la société de Viktor Orbán. Leur pauvreté les plonge dans l'illégalité. C'est consternant. Et ce sont des chrétiens qui disent ça. Quelle hypocrisie. C'est insulter le christianisme. Être chrétien, ça veut dire agir comme Jésus-Christ. En Hongrie, le christianisme politique n'a rien à voir avec la Bible. Ce qu'ils font est profondément inhumain. Ils bafouent les valeurs chrétiennes. Viktor Orbán combat sans pitié ceux qui le critiquent.
Sera-t-il jamais un partenaire fiable? Quelles sont ses valeurs? Il est toujours prêt à sacrifier quelqu'un. Toute sa vie, il a eu pour principe d'attaquer. Il aime ça. Il se sent vivant quand il porte des coups. La meilleure défense consiste à attaquer avant qu'il ne soit trop tard. En Hongrie, la majorité a toujours raison. Tel est du moins le précepte de Viktor Orban. Il affirme que sa volonté est celle de la nation. Pour imposer sa vision du monde, Orban a besoin d'ennemis. George Soros devient pour lui l'homme à abattre. Lors de la campagne pour les élections législatives de 2018, Budapest s'est couverte d'affiches incitant à la haine. George Soros a été diabolisé, présenté comme un traître qui voulait nuire aux Hongrois. Le gouvernement a fait faire de grandes affiches aux accents antisémites et les a placardées dans tout Budapest. C'était clairement une campagne de diffamation. Le gouvernement a utilisé George Soros comme repoussoir lors de la campagne électorale de 2018. Monsieur Soros est entré lui-même en politique. Ce n'est pas nous qui avons déclaré qu'il s'opposait à la politique du gouvernement de Monsieur Orban et au Fidesz. Monsieur Soros dépense des millions d'euros, des millions de dollars tous les ans. L'empire Soros est visiblement l'ombre du militantisme politique. Je parle de la Fondation Société Ouverte, de l'université et de toutes les associations qui reçoivent des fonds du réseau de M. Soros. George Soros est un milliardaire américain d'origine hongroise. Il a fait fortune en spéculant sur le marché des changes. Issu d'une famille juive, il a fui son pays natal lors de la Seconde Guerre mondiale à l'âge de 17 ans. Au début des années 1990, il consacre une partie de sa fortune à promouvoir le changement démocratique dans son pays natal. Il sait que la démocratie est fragile. A democracy or open society only survives if it's tested. It's constantly in danger. It's constantly in danger of falling apart, and there must be some people who will fight to preserve it. En 1991, il crée l'Université d'Europe centrale, la CEU, une école supérieure de sciences sociales à Budapest. On y enseigne la bonne gouvernance et les principes de l'état de droit. George Soros n'a jamais cru que l'arrivée du capitalisme et de la démocratie en Europe de l'Est résoudrait tous les problèmes. Pour passer à une société qui a un enseignement libéral et démocratique, il y a un grand pas à franchir. Sa fortune lui ouvre les portes. Le milliardaire en profite pour faire la promotion de la démocratie aux quatre coins du monde. En 2016, il inaugure les nouveaux locaux de l'Université d'Europe centrale. C'est un bâtiment magnifique, tout en verre et transparence, à l'image de la société ouverte et pluraliste que le milliardaire défend. Monsieur Soros et sa fondation ont un objectif politique très clair, qu'ils font tout pour atteindre. Et ils y consacrent beaucoup d'argent. Il ne faut pas être naïf et croire que cet argent n'est pas dépensé dans le but d'influencer les décisions des dirigeants. On ne peut pas dire qu'on inculquait la démocratie. L'idée, ce n'était pas seulement d'enseigner la démocratie aux étudiants. C'était aussi de leur apprendre à vivre et à se mouvoir dans un cadre démocratique, dans un contexte de débat ouvert. Il ne s'agissait pas de défendre une idéologie, mais d'enseigner aux étudiants les rouages d'une société véritablement démocratique, la manière dont elle fonctionne. Pour Viktor Orban, cette ambition n'est rien de moins que l'ingérence d'une ONG étrangère dans les affaires intérieures de la Hongrie. À la suite de la campagne anti-Soros, le Parlement hongrois adopte une nouvelle loi sur l'université. Cette loi impose des critères arbitraires et bureaucratiques impossibles à remplir pour la CEU. Le Parlement a mis en place un contrôle des établissements d'enseignement supérieur tous les 5 ans, y compris pour les institutions et universités étrangères.
Tous les établissements ont pu se conformer aux prescriptions du législateur, sauf l'Université d'Europe centrale. C'était stupéfiant. D'abord, on a été surpris. Le gouvernement n'avait pas annoncé qu'il avait ce projet. On a été surpris et consternés. Ça a été un vrai choc quand c'est arrivé en 2017, même si le gouvernement avait déjà violé les principes de la démocratie auparavant. Cette université existait à Budapest depuis 20 ou 25 ans dans la légalité absolue. Elle avait reçu l'aval des autorités hongroises à de multiples reprises. Elle était contrôlée régulièrement par les autorités en charge de l'enseignement supérieur. Personne ne s'était plaint de son fonctionnement. En 2017, Viktor Orban a brusquement fait adopter une loi qui disait en gros « Pour continuer à enseigner en Hongrie, vous avez besoin de conclure un accord avec moi ». On a dit « Attendez, vous changez les règles là ». Nous avons 21 établissements d'enseignement étranger dans ce pays. Tous ont pu suivre les règles, à l'exception de la CEU. C'est une leçon pour eux, pas pour nous. Les nouvelles préconisations du législateur ne sont qu'un prétexte. Tout le monde le sait. À Budapest, 80 000 personnes manifestent contre l'arbitraire du pouvoir. L'Europe se contente de faire des déclarations. Beaucoup de dirigeants européens sont venus à la CEU et m'ont dit « Vous avez toute notre sympathie. Nous sommes foncièrement pour la liberté académique. » J'ai entendu cela un nombre incalculable de fois. Mais cela n'a absolument rien changé. À l'approche des élections législatives de 2018, la Hongrie se coupe un peu plus du monde. Viktor Orban fustige le milliardaire juif dans un discours électoral sans nommer expressément Soros. Il se pose en sauveur et conclut sur la nécessité de protéger la Hongrie des attaques extérieures. Ses slogans deviennent ouvertement nationalistes. Ayant perfectionné son système et muselé la presse, il remporte les élections législatives pour la 3e fois consécutive. Dès que la pression est retombée, Viktor Orban s'est retiré de l'accord. Nous voulions cet accord pour pouvoir rester à Budapest. Mais il a dit « Nous avons trouvé un accord, mais je ne le signerai pas. » Parce qu'il voulait avant tout remporter l'élection. C'était la première fois qu'une université était chassée d'un pays européen depuis les années 1930. Ça a été un sacré choc. L'Université d'Europe centrale est sommée de quitter la Hongrie sur le champ. Elle n'a que quelques jours pour plier bagages. Nous sommes devenus des hors-la-loi. Mais le pire, c'est que les Européens n'ont rien fait. Ne vous méprenez pas. Moi, je vais bien, la CEU aussi. Ce n'est pas notre avenir qui est en jeu. C'est la liberté académique en Europe. On voit ce genre de procédé à Minsk. Pas dans une Union européenne censée adhérer aux principes de la liberté académique, aux droits de l'homme, etc. Ça me met en colère. Comprenez bien que si je m'inquiète, ce n'est pas pour la CEU, elle s'en remettra. Rien n'arrêtera cette université. Mais cela montre une facette de l'Europe qui m'inquiète et qui m'accable. Aujourd'hui, le cas de la CEU n'est plus isolé. Plusieurs autres universités ont vu leur liberté d'enseigner restreinte. Récemment, l'École supérieure d'art dramatique et cinématographique de Budapest a été mise sous tutelle par le gouvernement. Pour protester, les étudiants l'ont occupée pendant des mois. L'épanouissement des arts et de la culture peut être considéré comme un noble but, mais plus en Hongrie. La CEU s'est installée à Vienne, où elle prévoit de construire un nouveau campus. Le déménagement a coûté 200 millions d'euros. Mais l'enjeu financier est secondaire.
Le personnel hongrois de notre université a quitté Budapest pour Vienne parce qu'il ne peut pas travailler librement dans son pays. Nous ne sommes pas des étrangers. Ma femme est hongroise, comme la plupart du personnel de notre université. Tous ces gens ont été obligés de quitter leur pays pour continuer d'enseigner librement. C'est ridicule. La Cour de justice de l'Union européenne est saisie de l'affaire. C'est la plus haute juridiction et la dernière instance de l'Union. Elle examine la nouvelle loi hongroise sur l'enseignement supérieur. La CEU espère pouvoir continuer à jouir d'un droit fondamental en Europe, celui d'enseigner et d'échanger des idées en toute liberté. La Cour de justice de l'Union européenne nous a donné raison sur tous les points. Mais sa décision arrive 2 ans et demi trop tard. Un adage dit « lenteur de justice vaut déni de justice ». Je n'y souscris pas. Ce qui compte, c'est que la justice soit rendue, même tardivement. Néanmoins, Viktor Orban a remporté la victoire politique, puisque nous ne sommes plus à Budapest. C'est la triste vérité. Les démocraties ont besoin de juridictions constitutionnelles comme la Cour de justice européenne. Mais celles-ci statuent toujours en dernière instance, et elles ne sont pas là pour imposer des valeurs censées être partagées. De plus, à quoi sert une condamnation juridique si Viktor Orban remporte la bataille politique? Trois pas en avant, 2 pas en arrière. Cet homme a perfectionné cette tactique. Il sait exactement ce qu'il veut et il parvient à ses fins. En faisant 3 pas en avant, 2 pas en arrière, il progresse d'un pas. Sa tactique fonctionne. On n'arrêtera pas des hommes comme Viktor Orban avec de belles paroles. Si on n'arrive pas à faire jouer les mécanismes dont on dispose, et cette responsabilité incombe aux dirigeants européens, eh bien il continuera à progresser. À l'automne 2018, l'expulsion de l'Université d'Europe centrale suscite l'indignation du Parlement européen. Les eurodéputés sont déterminés à défendre les droits fondamentaux et les valeurs de l'Europe et votent l'activation d'une procédure exceptionnelle prévue à l'article 7 du traité sur l'Union européenne. Les traités européens prévoient la possibilité de sanctionner des États membres qui ne respecteraient pas les règles. Cela peut même aller jusqu'à l'exclusion. C'est l'article 7. Ce qui est important, c'est qu'on a dit clairement, les fondements de l'Union européenne sont menacés et nous sommes prêts à tout pour parer cette menace. Le Parlement a pris les devants avec le rapport Sargentini. Tout le poids de la procédure lancée à l'automne 2018 repose sur les épaules d'une unique députée, l'écologiste néerlandaise Judith Sargentini. Dans un rapport qui porte son nom, elle dresse la liste des manquements de la Hongrie au principe de l'état de droit. Viktor Orban ne peut pas échapper à la critique, mais il échappe aux sanctions. Il joue avec le système et repousse sans cesse les frontières de ce qu'on pourrait appeler le juridiquement correct. L'Union européenne est soumise à rude épreuve. La Hongrie a toujours été à la limite, on ne savait pas trop. C'était difficile de prouver quoi que ce soit sur le plan juridique. Viktor Orban a toujours veillé à rester dans une zone grise, où il pouvait faire ce qu'il voulait tout en gardant la possibilité de dire « Bon d'accord, on va corriger telle chose » ou « Ce n'était pas notre intention ». Madame Sargentini a fini par dire « Nous allons montrer point par point que c'est faux et que la Hongrie enfreint concrètement les traités de l'Union. » C'était très courageux. L'article 7 est qualifié par certains de bombe atomique. C'est la procédure ultime que peut actionner l'Union contre un État membre dangereux. Cette procédure peut déboucher sur une suspension des droits de vote du pays concerné, ce qui revient à une quasi-exclusion. Le Parlement doit voter l'activation de cette procédure.
Ça a été un grand moment du parlementarisme. Quelqu'un s'est levé pour dire « Nous avons voté et nous allons mener à bien cette procédure. Nous sommes unis derrière la démocratie. » On a senti un immense soulagement. Le Parlement est apparu soudain comme un organisme vivant. On a vu qu'il se passait quelque chose, sur le plan symbolique bien sûr. C'était émouvant, mais surtout cela a déplacé les majorités. Le Parlement européen vient de prendre une décision historique. Pour la première fois de son histoire, il demande à mettre un État membre à l'épreuve. L'enjeu dépasse la seule Hongrie. Il s'agit de défendre les valeurs communes des Européens. La procédure doit ensuite être enclenchée par le Conseil, qui réunit les chefs d'État ou de gouvernement des pays membres. C'est à eux qu'il incombe de prendre d'éventuelles sanctions à l'encontre d'un membre de l'Union. Le Conseil fonctionne en circuit fermé. Ses délibérations sont secrètes. L'eurodéputé Daniel Freund ne comprend pas cette opacité. Dans une démocratie, les institutions ne doivent-elles pas rendre des comptes aux citoyens ou à leurs représentants ? Toutes les délibérations du Conseil se font derrière des portes closes. Personne n'y a accès. On ne peut pas savoir ce qu'il s'y dit, ni quel pays défend quelle position. Que dit le gouvernement de notre pays en notre nom à tous? Quelles sont les décisions qu'il bloque et celles qu'il défend? C'est secret. On est obligé de se fier aux notes prises par les personnes présentes dans cette enceinte. L'équipe de Daniel Freund a pu mettre la main sur les comptes rendus confidentiels des délibérations du Conseil. La demande d'activation de l'article 7 à l'encontre de la Hongrie n'a pas été suivie des faits. Elle n'a donné lieu qu'à 2 courtes auditions. N'y a-t-il aucune volonté d'enclencher cette procédure de la part des dirigeants européens? Qui freine? Faut-il faire le constat d'une faille des institutions? Le principal problème, c'est que personne ne se bat vraiment pour cela au sein du Conseil. Il faudrait mettre la Hongrie sous pression. Mais jusqu'à présent, les échanges ont été très timorés. En tout cas, mon pays, l'Allemagne, ne fait rien pour imposer un état de droit sain en Hongrie. Manifestement, l'Union européenne n'est pas armée pour combattre les ennemis de la démocratie en son sein. Elle n'a pas l'arsenal juridique nécessaire, ou du moins pas un arsenal efficace. Il y a un défaut de conception des institutions. L'article 7 est un instrument très puissant, mais il devient inefficace s'il est soumis au droit de veto. La règle de l'unanimité est un véritable obstacle dans certains domaines. Elle favorise ceux qui campent sur leur position et poursuivent aveuglément un but nationaliste et égoïste. Elle leur permet de s'imposer aux autres. L'article 7 ne peut pas être mis en œuvre avec la règle de l'unanimité. Voilà le problème. L'Union européenne se bat sur 2 fronts. En effet, elle a entamé une autre procédure d'activation de l'article 7, cette fois à l'encontre de la Pologne en 2017. C'est au Conseil qu'il revient de prendre d'éventuelles sanctions. Derrière des portes fermées, Martin Schulz assiste aux délibérations. J'ai défendu âprement devant le Conseil européen, en présence de Viktor Orban, la stratégie d'activation de l'article 7 à l'encontre de la Pologne. J'ai dit, j'attends de vous, chefs d'État ou de gouvernement, que vous imposiez les principes de l'Union européenne à ceux qui les enfreignent. Viktor Orban a dit très froidement, vous pouvez décider tout ce que vous voulez, j'utiliserai mon droit de veto. Il s'adressait davantage aux chefs d'État ou de gouvernement qu'à moi. Un État membre déclare « Le résultat ne m'intéresse pas, la procédure ne m'intéresse pas, quelle que soit votre conclusion, j'y mettrai mon veto. » Je me suis dit « Ça va faire un tollé. » Mais non, rien. Tant que ça sera comme ça, il fera ce qu'il voudra. Et il le sait. Viktor Orban peut diriger son pays à sa guise sans rencontrer aucun obstacle. L'Union européenne lui donne même les moyens financiers d'étendre ses pouvoirs.
Nous rencontrons Ákos Hadási, un député hongrois sans étiquette qui dénonce la corruption dans son pays depuis des années. Pour sa défense, le gouvernement dit souvent qu'il y a de la corruption partout en Europe. Mais aucun autre pays n'a un tel réseau de corruption. En Hongrie, ce réseau est organisé par le gouvernement et l'administration chargés de distribuer les subventions européennes. Feldshut est le village natal de Viktor Orban. C'est un cas d'école en matière d'usage frauduleux des subventions européennes. Ákos Hadási nous montre la maison d'un ami d'enfance du Premier ministre hongrois. Cet ami est au cœur de ce qu'on peut appeler le système Orban. Le dirigeant hongrois a en effet déployé un vaste réseau d'influence dont ses proches sont les bénéficiaires apparents. Son ami était technicien chauffagiste. Aujourd'hui, il est milliardaire. Il y a encore 10 ans, M. Meszaros était un simple technicien chauffagiste. Il n'était personne, juste un ami de Viktor Orban. Aujourd'hui, c'est la deuxième plus grosse fortune du pays. Ces sociétés ont remporté un nombre considérable de marchés publics. Ces marchés étaient financés par l'Union européenne dans le cadre de projets européens. Dans la plupart de ces procédures de marchés publics, on peut prouver qu'il y a eu des manipulations. Cette pancarte répertorie quelques-unes des 200 sociétés détenues par l'ancien chauffagiste. À quelques mètres de là, on peut voir un projet européen décroché par les amis de Viktor Orban. Un projet des plus inutiles. Il s'agit d'un petit train touristique. La demande de financement européen parlait de développer le tourisme local. L'étude de faisabilité tablait sur plusieurs milliers de passagers. Ce petit train part de Feldshut et parcourt 6 km à travers la forêt avant d'atteindre son terminus, au milieu de nulle part. La ligne a été créée ex nihilo grâce aux fonds européens. Une poignée de passagers l'empruntent chaque jour. On pourrait y voir une farce, mais ce cas est typique du régime de Viktor Orban. Des dizaines de projets de ce genre ont permis de soutirer de l'argent à l'Europe. Et cet argent a servi à amadouer les électeurs hongrois. Le système Orban est assez simple au fond. Dans les villages, ce réseau est primordial pour Viktor Orban sur le plan politique. Le maire de village qui veut construire quelque chose pour montrer à ses électeurs qu'il agit ne peut le faire qu'avec une subvention européenne. Le système Orban consiste à lui dire « Tu auras cette subvention si ton village vote correctement. Si vous votez pour le Fidesz. » Les subventions européennes vont aux gens de Viktor Orban, à ses amis, à ses soldats. Le sociologue Balint Mayar parle d'un État mafieux post-communiste. L'État mafieux, c'est le monde d'en haut du crime organisé. La forme privatisée d'un État parasite dans lequel l'État se comporte comme une mafia. Ils ne combattent pas la corruption en soi, mais uniquement celle qui n'est pas autorisée. Autrement dit, qui n'est pas gérée et organisée par eux-mêmes. Dans le même temps, l'État lui-même se comporte comme une association de malfaiteurs. Cette carrière de dolomite est détenue en majorité par le père de Viktor Orban. Selon l'enquête menée par des journalistes hongrois, elle a une marge bénéficiaire de 41%, soit 2 fois plus que la moyenne de ses concurrents. C'est apparemment la société la plus rentable du pays. Meszaros remporte les marchés publics. Il est le fournisseur pour les autoroutes et les grands chantiers de construction de Viktor Orban. C'est un système en circuit fermé, avec des fonds européens.
La plupart des projets sont financés par l'Europe. Par ce biais, l'argent des citoyens européens va d'abord à Meszaros, puis au père de Viktor Orban et au reste de sa famille. Sur les 27 États membres de l'Union européenne, la Hongrie est celui qui touche le plus de subventions en proportion de son PIB. 20% des aides de l'Europe à la Hongrie pourraient partir dans le clientélisme, selon les estimations les plus prudentes. Dans l'État mafieux post-communiste, les aides européennes, l'argent des contribuables d'Europe de l'Ouest, c'est un peu notre gisement de pétrole à nous, ou en tout cas celui des oligarques. En Russie, en Azerbaïdjan et dans les pays d'Asie centrale, les ressources naturelles sont utilisées pour entretenir des États mafieux comparables aux nôtres. En Europe de l'Est, on n'a pas de pétrole ni de gaz, mais on a les fonds européens et on les emploie à ces mêmes fins. Ces données poussent Daniel Freund à agir. Après avoir lutté contre la corruption au sein de l'ONG Transparency International, il est aujourd'hui membre de la commission du contrôle budgétaire du Parlement européen. Il profite de son séjour en Hongrie pour rencontrer Ákos Haddasi. La Hongrie est le deuxième plus grand bénéficiaire des subventions européennes rapportées au nombre d'habitants. Depuis l'arrivée au pouvoir de Viktor Orban, elle a encaissé plus de 40 milliards d'euros. Cet argent sert à cimenter le régime en place. Il semblerait que toute la famille du Premier ministre soit impliquée dans les détournements de fonds. Un nom revient souvent dans les enquêtes, celui du gendre d'Orban. Il est soupçonné d'enrichissement personnel. C'est fou de voir ça dans l'Union européenne. Les proches de Viktor Orban sont en train de devenir immensément riches. Leurs entreprises ont des marges bénéficiaires qui crèvent le plafond, comme la société du père d'Orban. Des millions et des millions d'euros sont détournés par des moyens finalement très simples et très ordinaires, et ils finissent dans les poches de la famille Orban. À l'heure actuelle, nous, l'Union européenne, ne sommes pas en mesure d'empêcher qu'on nous soutire tout cet argent. C'est inimaginable. L'Union européenne ne reste pas totalement les bras ballants. 13 enquêtes ont été ouvertes. Le gendre de Viktor Orban est impliqué dans l'un de ces dossiers. Il aurait obtenu des contrats non concurrentiels pour l'équipement de communes hongroises en lampadaires à LED. Après examen, l'OLAF, l'Office européen de lutte antifraude, a livré ses conclusions. Dans ce seul dossier, il recommande de prier la Hongrie de rembourser 43 millions d'euros de subventions détournées. Mais comme il n'est pas habilité à mener des enquêtes dans les États membres, il n'a pas de réel pouvoir. Le contrôle qu'il exerce ne porte ses fruits que si l'OLAF peut s'appuyer sur la justice du pays concerné. Sans cela, il reste les mains liées. Pourtant, il a conscience des problèmes en Hongrie. Naturellement, nos enquêtes ne sont pas rendues publiques. Mais dans certains États membres, comme la Hongrie, les chiffres sont élevés. Une fois que nous avons terminé un dossier, nous le transmettons et notre mandat s'arrête là. C'est aux autorités nationales de décider de la suite. La plupart du temps, elles transmettent le dossier au ministère public, qui est entièrement libre d'engager ou non des poursuites. En Hongrie, le taux de mise en examen est trop bas. Je m'y suis rendu en janvier pour savoir pourquoi il y avait aussi peu de mise en examen. L'Office européen de lutte antifraude est impuissant. Une part importante de ces enquêtes reste sans suite, en Hongrie comme dans d'autres États membres. Devant ce constat, l'Europe s'est décidée à créer un parquet européen qui siégera à Luxembourg. Ces activités ont débuté formellement en septembre 2020. Il sera habilité à rechercher et poursuivre des fraudeurs chez les pays participants. Mais la Hongrie et la Pologne ont refusé d'y participer. Après 20 ans de négociations, le parquet européen va enfin voir le jour. Mais on n'a pas réussi à obtenir la participation de tous les États membres. Cela aurait demandé l'unanimité. La Pologne et la Hongrie manquent à l'appel. Elles refusent sciemment de participer.
Elles ne veulent surtout pas qu'un parquet européen mette le nez dans les subventions européennes qu'elles touchent. On comprend bien que Viktor Orban se batte pour défendre la soi-disant souveraineté nationale. Mais pour un État mafieux, cette revendication idéologique n'est qu'une couverture qui sert à masquer son désir d'impunité. L'Union européenne devrait comprendre que Viktor Orban et son gang sont des criminels qu'il convient de traiter comme tels. Dans les bâtiments bruxellois du Parlement européen, on entame de nouvelles négociations autour du mécanisme de conditionnalité des aides au respect de l'état de droit. L'Europe a besoin de se munir d'un instrument efficace pour combattre les atteintes à la démocratie commises en son sein. Les eurodéputés en sont convaincus. Daniel Freund a partagé les conclusions de sa mission en Hongrie. Au moment où on envisage de dépenser plus d'argent que jamais, on doit s'assurer que cet argent atteigne bien sa destination. On a donc besoin d'un mécanisme de contrôle efficace. Pour l'ensemble du Parlement européen, les deux choses sont indissociables. Mais au sommet, on a ouvert la brèche en cessant d'envisager l'état de droit et la solidarité comme un tout, alors que ce sont deux piliers de l'Union européenne. On ne peut pas fonctionner sans l'un ni sans l'autre. Un marathon de négociations débute en coulisses. Daniel Freund et d'autres eurodéputés discutent des détails du mécanisme avec la présidence allemande du Conseil. Le blocage dure depuis des mois. La Hongrie menace de continuer à bloquer le plan de relance européen et cela pèse lourdement sur les discussions. Le Parlement européen a été très clair. Il ne donnera jamais son accord sans conditionnalité des aides à l'état de droit. Nous avons choisi de reprendre cette position à notre compte. Mais il fallait qu'on mette sur la table une proposition qui coïncide avec les conclusions du Conseil. Et cela a créé pas mal de mécontentement. La proposition que le Conseil vient de soumettre est un retour en arrière. Nous pouvons déjà bloquer un programme en cas de mauvaise gestion. Si à l'avenir il faut demander au Conseil l'autorisation de bloquer, ce serait une régression. Cette proposition est une plaisanterie. Ça ne va pas du tout. La peur allemande du veto hongrois paralyse les discussions. Les négociations menacent de capoter. On finit par perdre l'essentiel de vue et on se remet à débattre des fondements mêmes de l'Union européenne. J'ai essayé de redire clairement que notre proposition est une base de négociation. Négocier, ça veut dire rapprocher les points de vue. Ça veut dire que le Conseil doit s'éloigner de sa proposition initiale pour se rapprocher de celle du Parlement. Concernant les valeurs fondatrices, nous ne sommes prêts à aucun compromis. Qu'est-ce qu'on entend par état de droit? La séparation des pouvoirs, l'indépendance de la justice, la liberté de la presse et d'expression, ainsi que la protection des minorités. Rien de cela n'est négociable. Ces valeurs sont universelles. Nous ne pouvons pas concéder la moindre virgule. Nous ne céderons pas d'un iota. Tout au long des négociations, les eurodéputés veillent à ce que le principe de l'état de droit ne soit pas vidé de son sens. Au terme de 10 mois de discussion, ils s'accordent avec la présidence du Conseil sur un mécanisme de conditionnalité des aides propre à défendre la démocratie en Europe. Les combattants de la démocratie ont transcendé leurs divergences partisanes et ils semblent finalement triompher. Nous avons trouvé un accord. Nous étions très contents, naturellement. Puis Varsovie et Budapest ont signifié que ça ne leur convenait pas. La Hongrie et la Pologne font alliance pour bloquer l'accord trouvé par la présidence allemande et le Parlement. Ils rejettent catégoriquement l'idée de conditionner les aides européennes au respect de l'état de droit.
Leur discours consiste à dire « Nous avons une autre histoire, une autre culture. Chez nous, ces valeurs sont différentes. Nous donnons un autre sens à l'état de droit. Pour vous, c'est telle et telle chose. Pour nous, c'est telle et telle autre. Alors, entendons-nous sur un moyen terme. Mais ce n'est pas possible quand on parle de valeurs. Accepter ce genre de discussion, c'est déjà s'aventurer sur une pente très glissante. Il ne faut jamais tolérer cela. Jamais. 2 pays sur 27 bloquent la solidarité européenne. L'Europe cédera-t-elle au chantage? Les laissera-t-elle décider de son avenir? Les chefs d'État ou de gouvernement doivent comprendre une chose. L'Union ne peut pas se permettre de se mettre à genoux devant la Hongrie et la Pologne dans une telle situation. C'est un tout. On ne trouvera plus de compromis formel. Le Conseil européen sait pertinemment qu'en Hongrie et en Pologne, il y a des atteintes récurrentes à l'état de droit. L'indépendance de la justice est attaquée. La pluralité de l'information est menacée. La liberté académique étouffée. Et les minorités très peu protégées. Tout cela a lieu sous nos yeux. On touche au socle de notre Europe, de nos États, de notre démocratie. Ni plus ni moins. Nous avons bâti nos systèmes sur ce socle. Dans certains pays qu'on croyait ancrés profondément dans la démocratie, on commence à discréditer l'indépendance de la justice. C'est le moment ou jamais de dire clairement quelles sont les valeurs qui nous fondent. L'Europe traverse une grave crise. Doit-elle reculer devant les États membres qui attaquent ses principes afin de venir en aide aux pays les plus touchés par la pandémie? La chancelière allemande finit par trouver une solution pour lever le veto hongrois et débloquer le plan de relance européen. Le mécanisme d'état de droit sera adopté, mais il n'entrera pas tout de suite en vigueur. Il sera d'abord examiné par la Cour européenne de justice, ce qui prendra plus d'1 an. Viktor Orban gagne du temps. Il pourra le mettre à profit pour consolider son régime. Quand la maison brûle, peut-on différer l'intervention des pompiers? L'Europe a-t-elle trouvé un compromis ou vient-elle de capituler? Je pense que c'est aux électeurs hongrois et à l'opposition de régler ces conflits politiques internes. Et j'y travaille. Mais l'Union européenne doit renforcer son système immunitaire face à ce type de provocation. Car si d'autres États membres s'aperçoivent de tout ce qu'ils peuvent grappiller pour leur propre compte en suivant une telle politique destructrice, le comportement de Viktor Orban risque de faire des émules au sein de l'Union européenne. Que Viktor Orban fasse des émules, voilà un autre danger. Certains reprochent à Angela Merkel d'avoir recherché l'apaisement avec des autocrates, d'avoir passé un pacte avec le diable au risque de faire imploser l'Union européenne. On ne pourra apprivoiser Viktor Orban que peu à peu, sur le long terme. Je sais que c'est frustrant pour les électeurs, pour les citoyens, pour tous ceux qui s'en inquiètent, moi y compris. L'Union européenne est une machine qui travaille lentement, mais très efficacement. C'est un combat politique qui s'engage. Il va durer de nombreuses années. Nous n'en sommes qu'au début. Mais l'Union européenne aura-t-elle le temps de mener ce combat? L'exemple d'Orban, qui fait passer son intérêt personnel avant l'intérêt général, ne risque-t-il pas de faire des émules? L'Europe se trouve à un tournant de son histoire.